RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin. La suite de ce journal est la campagne référendaire sur Radio Rythme Bleu avec donc un invité ce mercredi midi. Elisabeth Noir, vous recevrez Louis Cotrat-Urégueil. Louis Cotrat-Urégueil, le président du Parti travailliste, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes l'un des partis autorisés à faire campagne pour le référendum du 4 octobre. Oui, c'est ça. Cette fois-ci, le Parti travailliste s'engage et appelle à voter oui. Mais vous êtes assez discret quand même. Comment se déroule cette campagne? Qu'est-ce que vous faites? Nous avons une campagne assez tranquille, il faut dire. La discrétion, c'est surtout qu'il y a beaucoup de bruit autour. Il y en a qui font beaucoup de bruit d'un côté comme de l'autre. Nous avons mis l'accent sur des relations de proximité, sur une préparation avec des interventions de responsables, de cadres du MNSK. Le Parti travailliste s'est engagé dans le MNSK et donc nous allons formaliser ça dans un congrès constitutif qui normalement doit se tenir samedi prochain. Et la campagne pour nous, elle était prévue comme ça, elle va démarrer effectivement juste après le congrès constitutif du MNSK. Comment ça se passait ce congrès et quelles sont les relations avec les membres du MNIS que vous avez, qui vous ont rejoint aujourd'hui? Vous arrivez à travailler ensemble? Vous avez les mêmes thèmes, les mêmes motivations, ou c'est deux cultures un peu différentes? On va dire que la perception, les réalités politiques peut parfois différencier, être différente, mais ce qui importe, c'est la vision de l'avenir, c'est l'engagement dans le nationalisme et puis surtout pour préparer la souveraineté de Kanaki auquel nous croyons, même si certains prédisent la victoire du non, mais c'est pas ça qui altère notre vision et notre détermination sur cet avenir qu'on prépare. Ce congrès constitutif, c'est où, c'est quand, c'est comment? C'est samedi à la Maison des syndicats à partir de 8h30 le matin. Pour cette campagne pour le oui, quel électorat que vous visez? Quel est celui auquel vous adressez surtout? On pense par exemple à celui des îles où il y a eu une forte abstention lors du premier référendum. On s'adresse à l'électorat en général. Alors c'est sûr que à l'appel du Parti travailliste la dernière fois qui avait prôné la non-participation, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas participé. Avec la prise de position de participation et d'appel à voter en faveur de l'indépendance, donc beaucoup de gens se sont inscrits et la sensibilisation qui est faite par les représentants sur le terrain permet de penser que il y a des gens qui étaient indécis, voire qui étaient contre la position de vote en faveur de l'indépendance, qui aujourd'hui serait susceptible de l'être, de venir vers le vote du oui. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est l'affirmation, montrer la détermination que nous avons dans la foi, dans l'aboutissement de ce combat pour l'indépendance. Il dure depuis quand même très longtemps, depuis maintenant environ 50 ans. Et voilà, je parle de la période récente. Il y a l'histoire aussi qui est là, mais depuis 50 ans qu'il y a eu cet engagement pour l'indépendance, je pense que nous sommes proches de l'aboutissement. Si c'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine fois, mais on arrive au terme de cette préparation que nous avons voulu en signant les accords Matignon-Oudinot en 88. À l'inverse, il y a certains de vos militants qui regrettent votre position d'il y a 2 ans, qui estiment que vous n'auriez pas dû y aller cette fois-ci, qu'il fallait à nouveau prôner la non-participation. C'est clair. Il y a toujours un débat sur n'importe quelle position que l'on soit amené à prendre. La question a été envoyée auprès de nos structures de base et la décision a été prise dans une convention réunissant justement ces structures de base. Et là encore, il y a une décision qui a été prise, on va dire, à l'unanimité, mais c'est une unanimité peut-être de façade, parce que les gens n'ont peut-être pas osé montrer qu'ils n'étaient pas en faveur. Mais en tout cas, il y a une grande majorité qui a
qui s'est orienté vers cette participation et cet appel à voter pour l'indépendance le 4 octobre. Aussi parce que le FLNKS n'a pas été n'a pas été correct avec le Parti travailliste. L'exploitation de la position de la non-participation, ils en ont fait quelque chose de grave au niveau politique, puisqu'ils ont refusé les listes unitaires, notamment en province sud, lors des provinciales de 2019. Ils vous ont fait un peu porter le chapeau de la Absolument, défaite. Ridicule, disons, si c'est le non qui a gagné, c'est la faute au Parti travailliste. Alors, il y a 3 projets dans cette campagne. C'était pas le cas pour la campagne d'il y a 2 ans. Il y a le projet du FLNKS, il y a le projet des loyalistes, il y a celui de Calédonie Ensemble. Et vous allez sortir un projet pour le référendum. Vous estimez que c'est pas indispensable? Écoutez, nous voyons que ceux qui ont géré le pays pendant 30 ans et qui ont abouti à ce que nous considérons comme l'échec de l'accord de Nouméa, l'échec du rééquilibrage, etc., eh bien, ils ont tous aujourd'hui un projet de société. C'est marrant quand même. Mais donc nous, avec justement les partenaires qui soient du Parti travailliste, du MNIS ou les nationalistes qui sont nombreux et qui sont présents avec nous pour former le MNSK, bien c'est sûr qu'il y a un projet qui est en préparation. Mais nous avons à définir le projet commun sur la future constitution et en même temps définir le projet commun de société en liaison avec ce projet de constitution. Mais nous nous préparons bien sûr, mais nous faisons pas de coup d'éclat pour dire qu'on a un projet alors qu'on a géré le pays pendant 30 ans et puis qu'on a amené le pays dans cette situation. Vous avez tout de même lu, on imagine, le projet du FLNKS. Alors, il y avait un projet il y a 2 ans, là, il y a un projet rénové qui vient compléter. Plein de projets du FLNKS. Voilà. Quelles sont les grosses divergences que vous avez avec ces projets? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous êtes d'accord ou bien est-ce sûr, que vous êtes très on a critique? beaucoup de convergences sur le fond. Faut pas oublier que ils sont partis du projet qui avait été déposé à l'ONU en 1987 et à ce moment-là, nous faisions tous partie du FLNKS. Donc la trame, elle est commune. Après, aujourd'hui, il y a quand même des réalités qui nous différencient. Et donc, nous avons pris connaissance, mais c'est pas, je dirais, notre préoccupation première. Chacun devra assumer d'abord son bilan et chacun devra présenter son projet. Et en tout cas, ce qui nous importe, c'est que demain, on sera présent auprès des autres, auprès de ceux qui composent aujourd'hui la classe politique calédonienne, justement pour discuter le futur de ce pays. Et les projets de ceux qui appellent à voter non, il y a 2 projets, là, les loyalistes et Calédonie Ensemble. Vous avez jeté un coup d'œil, ça vous intéresse ou vous estimez que qu'il n'y a rien de neuf? Excusez-moi, mais comme j'ai dit tout à l'heure, croire en quoi alors que ces gens-là sont issus de cette majorité qui a géré le pays depuis les premiers accords. Donc c'est tous les bébés du RPCR. Je pense que je vous choque pas en disant ça, mais voilà. Aujourd'hui, prendre le temps de lire leur projet, franchement. En tout cas, pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a des camarades qui ont décortiqué leur projet, mais moi, a priori, je sais je retrouve d'ailleurs dans les présentations, dans les conférences de presse, dans les interviews, je retrouve toujours les mêmes choses. Donc non, j'ai pas pris le temps de lire leurs projets. Alors tous, ils prévoient une solution institutionnelle, un projet d'avenir. Chez les partisans du non, notamment, il y a cette volonté de se remettre autour d'une table, de rediscuter avec l'État et les indépendantistes, comme ça a pu être fait par le passé. Ouais, sauf qu'il y a eu 30 ans qui sont passés. Et il y a quand même des réalités dont il faut tenir compte. Ce sont les partisans de l'inscription des 43 000 qui sont sur le tableau annexe. Là-dessus, moi je vois pas en quoi on pourrait avoir un accord. Poursuivre la durée, d'un nouvel accord sur combien d'années et pourquoi faire pour accentuer
les inégalités qui se sont faites pendant ces 30 ans, alors que les accords devaient servir au rééquilibrage, à corriger ces inégalités. Ça va être difficile, en tout cas. Alors, vous parliez du corps électoral, c'est toujours pour vous un point de blocage, et vous estimez toujours que ce référendum du 4 octobre n'est pas vraiment un référendum d'autodétermination? Absolument, parce que les conditions restent les mêmes que les conditions de 2018, à savoir un corps électoral qui n'est pas représentatif de ce que devait être un référendum d'autodétermination. Je ne veux pas rappeler encore une fois que ce droit appartient aux colonisés. Mais nous avons fait des ouvertures. Ici, les colonisés de ce pays, nous avons fait des ouvertures, mais ça n'a pas suffi. Puisque depuis qu'il y a eu l'accord de Nouméa avec donc l'ouverture du corps électoral référendaire qui était figé en 88, souvenez-vous, et ce qui devait être prononcé en 98. Bon. Jacques Lafleur a été très fort pour rouler les gars qui voulaient être roulés. Et donc, il y a eu cet accord avec 20 ans de durée. Et voilà, quoi, on va arriver à une situation où ce qu'on avait initialement voulu, ça s'est pas réalisé. Alors, il faut être très prudent maintenant sur la suite. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez de ce référendum, si vous estimez que les règles du jeu sont faussées dès le début? Pourquoi vous y allez? Mais on y va parce qu'il faut affirmer la volonté d'indépendance. C'est ça le leitmotiv que le Parti travailliste a voulu en s'engageant donc dans la participation et dans l'appel à voter oui, un oui massif, parce que il est temps quand même qu'on mette en commun nos efforts pour y parvenir. Donc c'est une opportunité. Donc nous saisissons l'opportunité. La dernière fois, nous avons saisi aussi cette opportunité pour dénoncer les conditions du référendum. Ces conditions-là, elles persistent. Mais aujourd'hui, malgré ces conditions-là, on utilise cette opportunité pour affirmer donc notre volonté d'indépendance. Et en cas de victoire très probable du non, qu'est-ce que vous direz à vos militants que vous avez engagés à participer? Et pourquoi pas en cas de victoire probable du oui? Alors, je vais répondre à votre question, même si je viens de faire une boutade. Effectivement, les conditions restent les mêmes, comme je l'ai dit précédemment. Et il y a eu trop de choses qui se sont faites, et notamment la fraude électorale, je rappelle, et c'est l'occasion de le rappeler, qui a quand même été validée par le politiquement clos au comité des signataires de février 2016. Qui pour nous est une anomalie. Vous vous souvenez qu'en novembre 2017, lorsque j'étais présent dans ce comité des signataires, le Premier ministre, j'ai voulu revenir sur cette question donc du politiquement clos, le Premier ministre m'a répondu, ça a été confirmé, ça a été décidé par un comité des signataires, on va pas revenir là-dessus. Donc, vous savez, après tout le travail qui a été fait, notamment par la Commission politique et citoyenneté, qui a travaillé sur, le corps électoral, toutes les fraudes qui ont été dénoncées, et ces fraudes-là, elles sont là, et elles sont dans le corps électoral. Donc, avec un tel corps électoral, avec, tout ce qui s'est passé précédemment, il est probable que le non va l'emporter. Mais c'est pas pour ça que on ne saisissent pas cette occasion, cette opportunité pour affirmer avec force notre volonté d'indépendance. Et après, il faudra aller au troisième référendum. Vous n'êtes pas signataire ni partisan de l'accord de Nouméa. En général, le FLNKS dit l'accord, tout l'accord, rien que l'accord, il y a 3 référendums, on fait les 3. Vous êtes sur cette même ligne? Écoutez, normalement, c'est ce qui est prévu. Alors, est-ce que ça ira jusqu'au troisième référendum? J'entends aussi des déclarations disant que il faut s'asseoir après le deuxième référendum pour discuter. On verra. Nous sommes, on va dire, un courant minoritaire dans le mouvement indépendantiste. Et c'est pour ça que nous avons voulu créer donc une alternative pour faire évoluer les choses à travers le MNSK et donc avec l'équipe du MNIS et avec les nationalistes. Donc nous allons suivre ce qui se passe. Et en tout cas, nous sommes prêts, demain, s'il y a des discussions, à le faire, mais nous, on sera présents à la table des discussions. Vous voudrez votre place, là, cette fois-ci, vous voudrez participer à d'éventuelles discussions?
Mais c'est normal. Tout le monde est concerné par la question politique et surtout en ce qui concerne l'avenir du pays. Et c'est dans ce sens-là aussi que nous avons constitué cette alternative politique. Le Cotrahuret, un mot également sur l'actualité plus générale, avec notamment la crise du secteur du nickel. On parle que de ça, avec notamment la reprise de Vale NC qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait l'objet d'un débat au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Quel regard portez-vous est-ce que vous êtes associé à ce collectif Usine Pays qui défend l'offre de rachat par Sofinor et Korean Zinc? L'ICAN. Voilà. C'est ça, hein. Mais les structures au nom desquelles je parle aujourd'hui ont participé dans les dernières mobilisations, en tout cas les 2 marches qui ont eu lieu. Et donc, évidemment, que nous sommes favorables au projet qui est présenté par la SMSP et Korean Zinc. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'autre projet aussi solide sur le plan industriel et sur le plan du partenariat financier, ainsi que sur la représentation pays. Voilà, on a sorti un gars là, du chapeau là qui présente un nouveau projet. Le projet de BIMS. Avec de probables futurs investisseurs, de probables futurs financiers. Je pense qu'il faut être sérieux. Avec toutes les critiques qu'on entend. Mais je crois que la SMSP a quand même fait ses preuves avec l'usine du Nord, avec POSCO en Corée. Pourquoi ne pas lui faire confiance encore une fois de plus pour le Sud? Parce qu'on parle de dette énorme, parce que KNS marche pas vraiment bien. C'est pas des éléments qui vous inquiètent, vous? Ben écoutez, dans tout projet, vous avez toujours des difficultés, et c'est quand même... il faut pas oublier que ça a été un projet innovant sur le plan industriel au niveau de l'usine du Nord. On parle des dettes, mais dans le partenariat, c'est le partenaire hors SMSP, c'est lui qui accompagne la SMSP, qui garantit les dettes financières. C'est lui qui s'occupe de la partie apport financier. Donc les dettes, elles se sont accentuées à cause des difficultés que le projet a rencontrées dans sa mise en route et puis dans l'exploitation. Mais à aucun moment vous n'avez entendu le partenaire présent indiquer que il n'était plus d'accord sur le partenariat parce que c'est quelque chose qui a été ficelé dès le départ. C'était ficelé. Et c'est là où il y a eu toute l'intelligence de M. Dang et de son équipe pour ficeler un tel accord. Pareil à POSCO, et aujourd'hui c'est le même accord qui se dessine pour le Sud. Et c'est un accord intelligent parce que le partenaire local garantit l'approvisionnement du minerai au niveau de l'usine, et le partenaire garantit l'aspect financier. C'est un accord intelligent. Ça marche ailleurs, pourquoi pas dans le Sud? Pourquoi ça ne marcherait pas? L'essentiel de toute façon, pour vous également, c'est que l'usine du Sud ne ferme pas. Ce serait une catastrophe. Ah, mais c'est clair que Mais moi, je ne crois pas à la fermeture de l'usine du Sud. Ça, c'est une menace qui est... il y a eu trop d'argent investi par Goro Nickel d'abord, et par Inco, ensuite Vale qui a repris le flambeau. Il y a eu beaucoup d'argent investi, donc demain, boucler l'usine comme ça m'étonnerait. Donc, c'est sûr qu'il y a la préoccupation sociale au niveau de la préservation des emplois, mais moi, j'ai pas d'inquiétude en particulier. Et ce qui me conforte dans cette position, c'est que il y a un projet qui est là, qui est présenté, qui est fiable, qui a déjà donc eu des antécédents par ailleurs sur le même genre de projet. Et donc, nous y croyons en ce projet qui va régler les problèmes et qui surtout va permettre que le domaine le gisement de Goro reste au pays, quoi, parce qu'il faut pas oublier l'origine de la création de l'usine du Sud de Goro Nickel. Ça a d'abord été un cadeau du BRGM à Inco. Alors que Inco avait acquis le même domaine pour des centaines de milliards au Canada. Ici, Inco l'a eu pour 2 milliards dans la vente, dans la transaction avec le BRGM.
On connaît, on va pas revenir sur cette histoire, je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'on connaît la même chose, vous et moi, puisque ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est impliqués dans la vie politique de ce pays, vous au niveau journalistique et puis moi au niveau politique. Donc il est temps que les corrections se fassent au niveau de ce projet. Alors moi ce qui me gêne dans les réactions et notamment sur ceux qui ont été opposés initialement au projet de l'usine du Nord, qui aujourd'hui renouvellent les mêmes choses en ce qui concerne l'usine du Sud. Donc c'est des a priori plus politiques que économiques et industriels, même si on fait valoir des arguments économiques, industriels ou des arguments sociaux. Mais ils veulent pas faire confiance aux gens du pays. Ils veulent pas. Et nous, c'est l'inverse. Nous, on fait confiance aux gens du pays. Alors peut-être que certains, parce qu'ils se considèrent non indépendantistes, qu'ils ne croient pas à ceux qui portent les projets. Je crois pouvoir indiquer que ce qu'ont fait les indépendantistes dans ce pays, les réalités, elles sont là. Qu'elles soient au niveau bancaire, qu'elles soient au niveau transport aérien ou au niveau social. Toutes les réalisations qui ont été faites dans le passé, ça vient essentiellement de ceux qui composent le mouvement indépendantiste aujourd'hui. Donc, il faut faire confiance. On ne peut pas faire de projet sur l'avenir, projet de société, si on ne fait pas confiance aux gens qui ont fait leurs preuves dans le pays. Encore un mot d'actualité politique rapidement. Au Congrès, on a vu la création d'un groupe UC, FLNKS et nationaliste et Éveil océanien. Le Parti travailliste a une élue. Vous lui avez transmis votre siège. Elle siège toujours en non-inscrit. Elle n'a pas été tentée. Vous n'avez pas été tenté de la faire rejoindre ce groupe? On a eu des propositions, bien sûr, de participation dans ce groupe en commun. Mais on a aussi un peu de mémoire. On n'a pas oublié ce qui s'est passé en 2018 par le groupe. Et qu'est-ce qu'on a gagné à rejoindre ce groupe alors que, donc, en tant que non-inscrit, notre élue, elle travaille, elle siège, elle fait ses interventions. Donc, il y a aussi une chose, c'est que en 2019, le FLNKS a refusé la liste unitaire dans le Sud, a pris la responsabilité de ne pas créer l'événement politique majeur qui aurait été de gagner la majorité au Congrès et la majorité au gouvernement. Moi, je pense que cette perspective aurait dû être la priorité des priorités, puisque ça permettait aux mouvements indépendantistes d'être majoritaire, et c'était prévisible. À partir du moment qu'il y avait une représentation de la communauté wallisienne au niveau politique, c'est sûr que ça enlevait beaucoup de voix. Donc, aux non-indépendantistes, c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que le bénéfice, on n'a pas pu l'avoir, puisqu'il n'y a pas eu la liste unitaire dans le Sud. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, aux îles Loyauté, nous avons été écartés de la majorité, UC, FLNKS, etc. Donc, pourquoi aujourd'hui se précipiter dans les bras de ceux qui nous ont rejetés hier? La suite de votre campagne, donc d'ici le 4 octobre, on a bien noté, le 19 septembre, le congrès fondateur du MNSK. Et pour le reste, vous allez faire des réunions, des meetings, des... Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, samedi, ça va être le point de départ. On a toutes nos circulaires, nos tracts, nos affiches, nos t-shirts qui seront distribués samedi. Et bien sûr, la semaine prochaine, il y a déjà donc la mobilisation du Mwaka avec le 24 septembre. Et puis, il y a les meetings qui sont prévus dans les régions, que ce soit aux îles, au nord, ou y compris dans le sud. Et puis, nous aurons un point de campagne permanent devant le siège de l'USTKE. Donc, à partir de la semaine prochaine, il y aura donc un point de campagne permanent avec les banderoles, les drapeaux, et puis la musique, et puis les prises de parole. C'est un coin qui est très animé habituellement, donc voilà, on aura... Et puis bon, je pense que toutes les interventions qui sont prévues, que ce soit radio, que ce soit télé, on a quand même eu des temps d'antenne, télé, on n'a que 4 minutes, à côté les autres ils ont eu 50 minutes, mais c'est pas grave. C'est lié à notre représentativité institutionnelle, mais on va s'en servir, on va bien s'en servir. Louis Cotraeus-Regaille, merci d'accepter cette invitation. Merci de l'invitation. Toujours avec plaisir.